Bonjour, très heureux de partager les 20 prochaines minutes avec vous pour évoquer un sujet qui est aujourd'hui au cœur de l'analyse de la consommation. La consommation est-elle vraiment sous influence? Et si oui, sous quelles influences? Alors quelques mots de présentation, pardon. Je me présente, Olivier Dauvert, je suis ingénieur agri de formation, j'ai fait Purpan, sans doute que cette école parle à certains. Il y a déjà 30 ans, pendant les 10 premières années de ma vie professionnelle, j'ai dirigé des magazines professionnels sur la conso, sur la distribution. Et puis, il y a 20 ans, j'ai fait le choix de créer ma propre entreprise d'édition, Édition Dauvert, et nous avons des activités de livres, d'édition papier, sur le commerce, sur la conso. On réalise également des études sur le prix, sur la promo, sur le drive. On réalise aussi des veilles, évidemment, qui s'adressent aux acteurs de cette filière de la consommation, que ce soit des marques ou des enseignes. Et puis, autre casquette que je porte avec un grand plaisir, parce qu'elle mélange mes origines agricole et l'analyse de la conso. Je dirige depuis 5 ans le think tank Agri-Agro des Échos. Un think tank, c'est un groupe qui a vocation à produire du jus de cerveau, j'allais dire, pour alimenter le débat public autour évidemment des enjeux qui se posent à la filière Agri-Agro. Voilà pour la présentation. Venons-en à ce qu'est le mot qui va nous occuper pendant les prochaines minutes, ce mot de l'influence et de la consommation qui serait sous influence et si oui, lesquelles. Alors d'abord, qu'est-ce que l'influence? Comment se définit-elle? Il y a une définition. L'influence, vous le voyez sur l'écran, c'est l'action exercée sur quelqu'un en vue de modifier son jugement et ou son comportement. Et autant vous dire que l'on est servi aujourd'hui quand on regarde la consommation, parce que oui, objectivement, la consommation est sous influence. Elle n'a même jamais été autant sous influence qu'aujourd'hui. Et j'aurais même tendance à dire que ne nions pas le fait que la consommation a même toujours été sous influence. Prenons un exemple tout simple. Vous êtes seul face à un rayon vin en train de chercher une bonne bouteille pour un repas. Vous avez besoin de réassurance, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de quelqu'un ou de quelque chose qui va vous dire « ce vin-là, il a été goûté, il a gagné telle médaille, il a eu telle note ». Quelque part, vous vous placez sous influence puisque vous allez chercher à l'extérieur quelque chose qui va modifier votre jugement et votre comportement, ce qui est encore une fois la définition de l'influence. Donc on a toujours été sous influence en matière de communication. Alors il y a deux types d'influence. Il y a certaines influences que l'on va chercher, que le consommateur va chercher, c'est-à-dire qu'il choisit d'être influencé, il recherche l'influence, l'exemple du vin tout à l'heure en était un, et puis vous avez, et c'est celles-là qui sont peut-être parfois un peu dommageables pour la consommation et pour les filières qui sont en amont, vous avez des influences qui ne sont pas choisies, pas recherchées, et qui sont à l'inverse subies, et qui sont dans tous les cas reçues par le consommateur. Leur impact est différent sur la consommation, mais dans tous les cas, il y a bien un impact. Les influences que je vais chercher auront un grand effet sur ma consommation puisque je vais les chercher précisément. À l'inverse, celles que je reçois sans les solliciter auront moins d'effet, mais néanmoins, elles auront bien un effet. Alors oui, le consommateur, je vous l'ai dit, veut être influencé, il cherche l'influence. Pourquoi? Parce que dans nos actes de consommation courants, nous n'avons jamais été autant en attente de réassurance qu'aujourd'hui. Le besoin de réassurance n'a jamais été aussi fort. Et ça s'explique par une analyse sociologique assez basique de ce qu'est la consommation aujourd'hui. La consommation, elle est prise en tenaille entre d'un côté le pouvoir d'achat, qui ne progresse globalement plus depuis une dizaine d'années. Alors, certaines années, ça peut monter, l'année d'après, ça peut baisser, ou ça peut rester stable, mais le corridor de long terme est assez facile à observer. Il n'y a pas plus de baisse de pouvoir d'achat qu'il n'y a de hausse de pouvoir d'achat, si l'on accepte évidemment de le regarder de manière absolument scientifique. Mais à l'inverse, et dans le même temps, il y a une explosion de ce qu'on appelle le vouloir d'achat, c'est-à-dire l'envie d'acheter, le désir de posséder, le désir de jouir de ce produit ou de ce service. Et l'écart entre les deux met indiscutablement la conso sous tension, puisque évidemment, quand ce que vous voulez, vous ne le pouvez pas, il se crée une espèce de frustration entre les deux. Et donc, vous êtes obsédé par une seule idée, qui est que chaque fois que vous dépensez, chaque fois que le consommateur dépense, il veut donner le maximum de valeur aux euros qu'il a accepté de dépenser. Non pas parce qu'il n'a
parce qu'il a moins d'euros d'une année sur l'autre. Non, le pouvoir d'achat ne baisse pas, mais parce que tout simplement, ce qu'il voudrait avoir ne cesse de progresser. Et donc, à chaque fois qu'on décide quand même de dépenser, d'acheter tel ou tel produit, tel ou tel service, alors à ce moment-là, on veut optimiser la valeur des euros que l'on cherche, que l'on va dépenser, et donc on a un besoin objectif de réassurance, ce qui veut donc dire que l'on cherche volontairement à être influencé. On veut être influencé dans notre choix, tout simplement pour faire le bon choix. Alors, les réassurances que l'on va chercher sont parfois des réassurances avérées, objectives, démontrées, certaines. Les signes de qualité, par exemple, en sont. Alors, le label rouge est un signe de qualité qui garantit un résultat. Le label bio ne garantit pas un résultat, mais des moyens. Mais dans tous les cas, vous voyez bien qu'il y a la notion de garantie. On garantit quelque chose de tangible. Nouveau label qui vient d'arriver il y a quelques années, le label concernant le bien-être animal, eh bien lui aussi, il garantit quelque chose qui se mesure, qui est factuel, qui est tangible. Ce sont toutes ces réassurances avérées, il y en a évidemment de nombreuses autres, mais les premières influences que l'on peut aller chercher sont des influences portées par des signes officiels de qualité ou de réassurance. Vous avez ensuite des réassurances qui ne sont pas avérées, mais qui sont juste supposées. L'exemple le plus connu, c'est évidemment de vous dire d'où ça vient en vous disant que ça vient de pas loin, que c'est un produit local, que c'est un produit français, que c'est un produit régional, que sais-je encore. En tant que tel, un produit français n'est pas nécessairement meilleur qu'un produit qui vient d'ailleurs. Simplement, il en a l'image. Donc, c'est ce que j'appelle une réassurance supposée. Je laisse à penser que, parce que le produit a cette vertu-là, alors c'est un produit de meilleure qualité. Un produit local est-il nécessairement meilleur ? La réponse, elle est non. Ces salades que vous voyez sur l'écran, sont-elles meilleures parce qu'elles sont locales que des salades qui viendraient d'ailleurs ? Pas nécessairement. Quand bien même on m'explique que ces salades viennent de X kilomètres sur une ferme qui emploie Y salariés, sous-entendu ses petits et ses proches, est-ce que ça les rend meilleurs ? Non, pas nécessairement, mais ça me laisse à penser qu'elles le sont. Donc j'accepte l'idée de me mettre sous cette influence d'une réassurance qui est supposée. Le local est une réassurance supposée. Alors que parfois, si on accepte de regarder dans la réalité, et c'est l'exemple que je vous propose à présent, ça peut même être un contre-exemple. Regardez ce flan. C'est bien écrit. Flan, c'est un produit artisanal, fait à la ferme, vendu localement. On est en Alsace ce jour-là, quand je l'ai croisé, j'allais dire, en magasin. Et regardez à présent la composition de ce flan artisanal, fermier, local. Il n'y a pas d'œuf. Vous faites du flan sans mettre d'œuf ? Dans le cas présent, on a décidé de ne pas en mettre parce qu'évidemment, travailler l'œuf, c'est une matière première qui est difficile. Alors, on a mis des carragénanes, c'est-à-dire un épaississant pour remplacer l'œuf dans son rôle structurant pour faire du flan. Et vous pensez sérieusement que ce produit local est objectivement un produit de qualité ? Un flan sans œufs perd quand même quelques vertus à mes yeux. Et donc, vous voyez que la réassurance du local n'est qu'une réassurance supposée. Pour autant, elle peut fonctionner. Et le consommateur, quand il verra ce produit-là, sera sous cette influence. Produit local égale produit de qualité. Dans les réassurances supposées, vous avez tout ce qui permet de donner en apparence une valeur à des produits. Et je me mets spontanément sous le chapeau de ce signe-là. Quand vous voyez des consommateurs qui en rayon scannent les produits, on a même désormais un verbe pour ça, on dit qu'on YouCat les produits, eh bien on va chercher ni plus ni moins qu'à être mis sous influence de cette application qui dit quasiment le bien et le mal en matière de nutrition, en mettant des notes sur 100 à certains produits, la note sera plus proche de 0, d'autres elle sera plus proche de 100, et vous voyez bien que quelque part, quand je YouCat, je me mets sous influence. La différence par rapport à d'autres influences, c'est que je le fais volontairement, et dans le cas présent ici en masse, puisqu'on est déjà à plus de 20 millions de téléchargements de cette application, et on est visiblement content de la télécharger et de l'utiliser, puisque l'application, sur l'App Store par exemple, a une note de 4,7 sur 5, ce qui objectivement sur le marché des applications est plutôt une bonne note. Dans les autres réassurances supposées, c'est-à-dire dans les autres critères qui me mettent sous influence, parce que ça vient modifier mon jugement, vous avez la spécialisation des commerces que je fréquente. Dans la tête d'un consommateur, plus un commerce est spécialisé en apparence, plus il est légitime.
On va prendre un exemple pour vous faire toucher du doigt ce que je veux dire par là. Imaginez le parking d'un hypermarché. À gauche, vous avez un hypermarché Carrefour. À droite, vous avez un magasin spécialisé, Grand Frais. Magasin spécialisé sur les produits frais et très essentiellement sur les fruits et légumes pour ceux qui n'auraient jamais mis les pieds dans un Grand Frais. Pour l'exemple, on va imaginer le scénario suivant. Chez Carrefour et chez Grand Frais, vous avez des pommes golden. Elles sont toutes les deux vendues à 1 euro. Laquelle des deux pommes, à vos yeux, porte le plus de réassurance? Est-ce la pomme à 1 euro vendue chez Carrefour ou celle qui lui ressemble furieusement parce que c'est une golden et c'est à peu près la même qui est vendue à 1 euro chez Grand Frais? Eh bien, dans la très grande majorité des cas, ça sera la pomme de chez Grand Frais qui portera le plus de réassurance parce que le commerce est vu comme étant plus spécialisé, donc plus légitime. Et donc vous voyez en quoi le spectre du commerçant, qu'il soit généraliste ou spécialiste, va être un élément de réassurance supposée, donc un élément d'influence dans le jugement que le consommateur va porter ici sur le rapport qualité-prix des pommes que je lui propose. Et donc vous voyez au travers de tous ces exemples que la réassurance fonctionne comme une influence qui est recherchée. Ça veut dire que dans tous ces exemples-là, je suis content, moi consommateur, vous êtes content, vous consommateur, d'être mis sous influence, que ça soit avéré ou supposé, mais vous recherchez cette influence-là. Et on peut même rajouter que cette influence sera encore plus forte si elle est portée par un expert. Un sommelier pour un livre qui donne des conseils sur le vin, par exemple, pour reprendre l'exemple du début de cette présentation. Mais vous avez classiquement le syndrome de la blouse blanche. Pour un dentifrice, évidemment que l'expert est le dentiste. En tous les cas, c'est ce qu'on peut penser. Si on va vers d'autres professions que vous connaissez, l'expert peut être aussi le vétérinaire. Voyez bien que l'expert peut jouer le rôle de la caution et donc porter la réassurance. Ça peut être, pourquoi pas, le vendeur de chez Darty qui vient vous vendre telle ou telle télé ou vous suggérer, plutôt pour être précis, telle ou telle télé. Mais attention, aujourd'hui, il y a une remise en question quasiment sociologique de l'expertise verticale, c'est-à-dire du sachant, la blouse blanche, le vétérinaire, le dentiste ou le vendeur Darty, vers le consommateur. Parce qu'on va présupposer qu'il est influencé et qu'il va donc m'influencer, mais dans la mauvaise direction. Donc on doit apporter à l'avance, l'expert doit apporter à l'avance la preuve de sa sincérité et de son désintérêt, sinon il sera suspect et ça sera une influence qui risque d'être rejetée. À l'inverse, par rapport à la verticalité de l'expertise, le sachant qui explique à celui qui ne sait pas, on a aujourd'hui, on le voit bien, et vous le pratiquez vous-même dans votre vie personnelle, un plébiscite de ce qu'on peut appeler l'expertise horizontale. C'est l'avis de celui qui me ressemble. C'est un consommateur comme moi, qui a les mêmes problèmes que moi, qui a les mêmes besoins que moi, qui doit influencer mon choix. Classiquement, c'est TripAdvisor pour les hôtels, pour les restaurants, c'est les notes Google. C'est tout ce qui me permet à l'avance de savoir ce qu'ont pensé des gens comme moi de ce que je m'apprête à acheter. Vous voyez que, encore une fois, je viens chercher une influence qui vise à modifier mon comportement et mon jugement. Simplement, je ne vais plus la chercher chez l'expert parce que dans certains cas, je soupçonne sa sincérité, je vais le chercher chez des gens qui me ressemblent et ce modèle-là est en train de gagner bien au-delà des seuls hôtels ou des seuls restaurants. On le voit désormais beaucoup plus dans la consommation au sens large. Un exemple, c'est une nouvelle enseigne de cavistes qui a été créée par le groupe Casino qui s'appelle La Nouvelle Cave à Paris où tous les produits, sans exception, portent une note. La note que lui ont donnée des consommateurs. Il se trouve que le site est branché sur Cdiscount, qui appartient aussi à Casino, et donc qui a beaucoup d'avis, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une bonne note, et qu'il y ait eu beaucoup de votants pour que l'avis ait du sens. Vous voyez, le vin que vous avez sur l'écran, il a eu 4,8 sur 5, et donc forcément, il va rassurer le consommateur qui va chercher une influence horizontale, l'influence de ses congénères. Donc encore une fois, vous voyez, pour ça aussi, oui, il est possible de dire que le consommateur se met volontairement sous influence. Mais évidemment, mauvais côté des choses, dès lors que le consommateur est prêt à être sous influence, ça ouvre une autre voie, c'est d'être à la merci d'influences qui sont quasiment idéologiques.
Et là, c'est la deuxième partie, c'est les influences que je reçois, les influences que je subis. Alors en règle générale, ces influences-là, elles adressent toujours les mêmes ressorts. Non pas la partie rationnelle en nous, mais la partie émotionnelle, pour nous choquer, pour nous faire nous révolter le cas échéant. Et donc, toutes ces influences-là visent l'émotion. Et toutes ces influences-là cherchent à devenir leurs propres médias, notamment via les réseaux sociaux. Elles n'ont plus besoin aujourd'hui de médias tiers qu'il faut d'abord convaincre pour relayer leurs propres pensées, leur propre idéologie, leur propre influence, mais elles deviennent les émetteurs elles-mêmes de leurs propres pensées. Alors évidemment, quand on évoque ce sujet-là, on ne peut que penser à des associations welfaristes, à des ONG, à des associations environnementalistes. L'exemple le plus connu probablement, c'est L214, dont vous voyez bien la manière de fonctionner, c'est de prendre un phénomène qui en tant que tel a manifestement existé puisqu'ils l'ont capturé en image, ils l'ont saisi, et donc d'aller frapper la partie émotionnelle en nous pour que nous en fassions, nous les consommateurs, une forme de généralisation. Mais il y a d'autres sujets. Les politiques sont parfois eux-mêmes coupables de ça ou complices de ça. On a en ce moment, par exemple, un député qui s'est mis en tête de supprimer les sels nitrités de la charcuterie. Bien ou mal, je n'en sais rien. Je ne peux que constater la manière dont il s'y prend et dont les relais s'y prennent pour quasiment évoquer l'idée que la charcuterie fait mourir ceux qui en consomment. C'est évidemment pas rationnel, c'est très émotionnel, mais malgré tout, ça fonctionne. Et quand les industriels eux-mêmes répondent à ces attentes-là, et on le voit ici avec une marque, mais il y en a d'autres, qui ont lancé de la charcuterie sans sel nitrité, elles alimentent automatiquement l'influence par ailleurs qui a été initiée par des influenceurs dont c'est la pensée, dont c'est l'idéologie, dont c'est la vision à terme de la société. Et donc, au final, elles donnent du crédit à ces influences-là. Simplement, le point commun, dès lors que vous vous adressez à l'émotion et non plus à la raison, c'est que la conviction finit par supplanter le savoir. Et c'est là où ça commence à être objectivement dangereux, cette mise sous influence, parce qu'il y a des moments où on peut penser l'inverse de la réalité. Un exemple, un élément de la consommation, c'est le prospectus que l'on reçoit tous dans nos boîtes aux lettres. Quand on demande aux consommateurs français si les prospectus diffusés dans les boîtes aux lettres participent, oui ou non, à la déforestation, eh bien vous savez qu'ils sont 80% à dire oui. Un sondage récent mené par Opinionway auprès de 5000 Français, excusez du peu. Eh bien vous avez 80% des Français qui pensent une bêtise. Parce que de fait, les prospectus qui arrivent dans vos boîtes aux lettres, ils ne participent, mais alors pas du tout à la déforestation, puisque la pâte à papier qui sert à les imprimer provient soit de papier qui a été recyclé, soit de forêts qui ont été plantées spécifiquement pour produire de la pâte à papier, mais en rien de forêts qui ont été abîmées, par exemple en Amazonie, pour faire de la pâte à papier. Et c'est intéressant de voir à quel point dans cet exemple, et dans bien d'autres exemples, la conviction à supplanter le savoir, et donc l'influence que ça peut avoir sur nos comportements de consommation n'est donc pas bâtie sur une réalité objective. Et au final, ce qu'il faut accepter d'entendre, c'est que pour tout ce que j'ai évoqué parmi ces influences qui sont parfois un peu subies, qui sont idéologiquement orientées, les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. C'est-à-dire que dès lors qu'on est dans l'opacité, eh bien on prête le flanc à l'influence orientée. Dès lors qu'on n'a pas ouvert les élevages et qu'on a refusé de le faire pendant des années, on laisse à imaginer que ce qui est montré de manière epsilonesque est en fait la réalité. Alors que si on l'avait montré, eh bien évidemment, la partie émotionnelle qui est frappée par ces messages-là d'associations welfaristes par exemple, serait repoussée comme un virus par des anticorps, parce que nous savons par ailleurs, tout simplement parce que nous l'avons vu. Et donc au final, on paye aujourd'hui le fait d'avoir fermé les élevages, fermé les usines, parce que c'est valable pour l'agriculture, pour l'agroalimentaire, mais également pour tous les secteurs économiques. Dès lors que vous fermez les élevages, que vous fermez les usines, en réalité, vous ouvrez la boîte à fantasmes et donc vous facilitez in fine la mise sous influence. Voilà pourquoi le meilleur remède à la partie la plus nauséabonde de la consommation sous influence est par principe la transparence. Voilà pourquoi la consommation sera toujours sous influence, mais on peut éviter la mauvaise partie de ces influences.